Comment être en capacité d'avoir toutes les clés en main pour parler sans tabou de nos peurs face au vieillissement et à la mort? Que connaissons-nous du pouvoir des conversations essentielles au moment de la fin de vie et lorsque l'on vieillit? Et surtout, sommes-nous conscients de l'impact de l'amour reçu tout au long de notre vie? Mon invité aujourd'hui nous rappelle que la mort, c'est aussi une étape créative, un miroir de notre naissance. Alors ne manquez pas ce qui suit, car nous n'aurons ici pas qu'un seul secret à vous délivrer, mais plusieurs, et entre autres celui-ci. Osez parler, osez aimer, car c'est là que se trouve la plus grande force humaine. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Anne, bonjour, je suis ravie de te recevoir dans Sweet Papy Podcast. Alors avant de commencer, j'aimerais que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent, en t'entendant, ressentir moins de peur et plus de compréhension sur le vieillissement, la fin de vie, et surtout davantage de clarté sur le rôle de chacun et le rôle surtout des aidants. Et peut-être d'avoir le courage aussi d'ouvrir une parole essentielle avant qu'il ne soit trop tard. C'est le but de ma saison 5 sur la fin de vie. Aujourd'hui, tu es gérontologue, thérapeute du vieillissement, on peut dire ça? On peut dire ça. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des seniors, des aidants, des familles et des professionnels. Tu es également mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour garantir droit et autonomie des personnes vulnérables, formatrice et conférencière autour du bien vieillir. Moi, j'ai compris que ton engagement, c'était de rendre tous ces sujets sensibles, finalement abordables, utiles et humanisés. Et enfin, une phrase que je t'ai piquée dans ton LinkedIn, que j'aime beaucoup: prévenir plutôt que guérir, savoir pour ne pas subir. Ma première question, ça va être, on confond souvent gériatre et gérontologue. Que dis-tu à ce sujet-là? Alors, le gériatre, il y a le substantif iatre, qu'on retrouve dans psychiatre, aussi dans pédiatre. Eh bien, iatre, c'est le soin. Et le soin, il est lié à la pathologie, à la maladie. Donc, tout ce qui est iatre, ce sont des médecins. Ils ont fait des études de médecine et ils sont là pour apporter du soin. Et le soin passe par l'hospitalisation, par parfois la chirurgie, par le médicament, ce soin-là. Logue, psychologue, tous les logues qu'on retrouve, le sociologue, ce sont les sciences. Et donc, le gérontologue, c'est la science du vieillissement. Et donc, ça permet de prendre ce pas de côté, dire qu'on n'est pas là pour soigner quand on est malade, on est là pour commencer à apporter des réponses, de la pédagogie, de la connaissance pour pouvoir pour ne pas subir ce qui peut potentiellement se placer et où après on est dans la maladie, on est dans la souffrance. La souffrance, la douleur. Alors donc le gérontologue, eh bien, il est là pour faire de la prévention. Et quand on commence à se poser des questions, qu'on commence à voir les difficultés se profiler, qu'on veut bien ouvrir les yeux, on se dit peut-être qu'il faut, comme le psychologue, aller voir le gérontologue pour dire voilà la situation et comment elle peut évoluer, comment elle va se dégrader et comment on va étayer, comme sur un chantier de construction, pour que ce qui est là puisse perdurer le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Est-ce que cette définition, cette approche entre gérontologue et gériatre est bien claire? C'est plus clair parce que moi je comprends qu'il faut anticiper et rester acteur de sa fin de vie ou de son vieillissement, et que le gérontologue est là pour accompagner. C'est comme, disons, un Sherpa qui va marcher à côté de toi, mais il va pas porter ton sac. Parce que c'est ton chemin, parce que c'est ta vie, c'est tes charges, mais il va t'éclairer, il va marcher à côté de toi.
Est-ce que la prévention du vieillissement ne commence pas simplement dans la manière dont nous choisissons de vivre, finalement, chaque époque de notre vie? À chaque époque de notre vie, donc si on prend à partir de nos 7 ans, on sort de l'âge on commence à sortir de l'âge de raison, enfin on rentre dans l'âge de raison en fait, on commence à raisonner, à développer notre cortex. Eh bien, notre cerveau il se développe et donc il est capable d'intégrer des nouveaux concepts, des nouvelles, d'appréhender le monde différemment. On dit que le cerveau se développe jusqu'à 21, 25 ans. Et puis après, c'est pareil, ça arrive. Ça arrive doucement. Notre cerveau, il est imprégné par notre histoire de nos premières 20 et 25 ans, garde de vie, de notre culture, de notre éducation, de nos modes de vie et des injonctions sociales. En fait, on évolue toujours sous contrainte. Je pense au Dom-Tom, où on me dit toujours « Ah, mais au Dom-Tom, nous, on sait vendre les contrats obsèques, il n'y a pas de problème. » Mais oui, parce que culturellement, dans les Dom-Tom, on a intégré dans cette forme d'imprégnation que la mort est dans la vie et que il faut cocher la case de se dire je souscris un contrat obsèque. J'ai 18 ans, je suis majeure, je souscris un contrat obsèque. Dans Métropole, c'est pas du tout comme ça. Donc, comme quoi, c'est vraiment aussi culturel. Et aujourd'hui, on nous dit parfois dans des colloques, on dit bon, pour la prévoyance, il faudrait commencer à payer peut-être de manière obligatoire 3 € par mois pour se faire une prévoyance pour le futur. Sauf que des jeunes couples qui commencent à travailler ou qui galèrent à travailler, qui ont un enfant, qui n'arrivent pas à se loger, mais ils peuvent pas intégrer de mettre 3 € par mois dans un projet pour vieillir, alors que ils sont juste en train de survivre. La manière dont on va se projeter sur notre vieillissement et de comment on va pouvoir le vivre à chaque un peu de tranche d'âge, 25 ans, 50 ans, 75 ans, eh bien, c'est tellement imprégné de nos modes de vie, de nos cultures, de nos civilisations, et trouver la distance pour discerner n'est pas si facile que ça. Pourquoi la fin de vie reste encore si difficile à évoquer, à ton avis, dans notre société? Parce que, je dis aussi parfois dans des phrases, mais la mort est une très bonne nouvelle. Et alors, on me regarde avec des grands yeux. Bah non, la mort, c'est pas une bonne nouvelle. Et je dis, mais si, parce que si on ne mourait pas, ce serait une catastrophe. Et quand on prend les grands mythes grecs, d'Asclépios, Gilgamesh, alors, évidemment, tous ceux qui ne peuvent plus mourir, ils sont pris par des terreurs, en fait, immenses. Et nous, on a la terreur d'aller vers l'inconnu. Mais toute la vie, et à chaque à chaque étape, en fait, on va vers l'inconnu. Mais c'est des inconnus qui sont étayés par la connaissance que nous apporte notre civilisation, en fait, et nos proches. Et là, il n'y a pas d'étayage. Et en fait, l'étayage le plus personnel, le plus intime, il relève de la spiritualité. Et puis après aussi, il relève c'est souvent quand je discute avec des personnes très âgées et je leur dis qu'est-ce qu'il faut retenir de votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez me dire qui a fait en fait le sel, le piment de votre vie? Et tous, mais j'ai interrogé des centaines de personnes et ils me disent j'ai eu la chance d'être aimée. Waouh, l'amour. Ce n'est que ça. Et ils ne me disent pas j'ai aimé. Ils disent j'ai eu la chance d'être aimée. Dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait le sel de la vie, qui fait que l'existence a eu du sens et qu'ils sont libres de mourir. Ils peuvent mourir en paix. Ils ont été aimés. C'est quand même grandiose, quoi. On n'a rien réinventé depuis Homo sapiens. Non, c'est beau. De quoi avons-nous le plus peur quand nous pensons à la fin de vie? Pour moi, c'est le corps. Est-ce que c'est plus le physique? Est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qui revient dans tes accompagnements? De tout ce que j'ai vécu comme témoignage et comme accompagnement, les gens, ils ont surtout, et on a tous, et peut-être moi aussi, j'ai peur d'avoir mal. Souffrance et douleur. Et c'est pas la même chose. On est gérontologue et gériatre, souffrance et douleur, c'est un peu la même chose. La douleur, c'est le corps qui parle. Et le corps, quand il vieillit, quand il se fatigue, quand les pompes fonctionnent plus, quand les articulations se grippent, voilà, c'est ça de la douleur, c'est le corps qui parle. La souffrance, c'est l'intensité émotionnelle en fait qu'on donne à nos émotions.
Donc, ça se place pas au même endroit, mais ça se conjugue. Ça se conjugue parce que tu as souvent la souffrance de tes proches, de voir la souffrance de tes proches qui est compliquée. Et puis, il y a des effets miroirs qui se jouent. Parce qu'on est des êtres sociaux et parce qu'on fonctionne avec nos neurones miroirs. Et c'est pour ça que c'est aussi très drôle quand on va voir des personnes très âgées. Elles nous voient et elles ont l'impression d'avoir 40 ans ou 50 ans ou 30 ans. Et que nous, quand on les voit, on a l'impression d'avoir 90 ans. C'est ces neurones miroirs qui jouent. Donc, on a peur d'avoir mal. Donc, souffrance, douleur. Après, sur la notion de ce passage, il y a plein de gens qui disent « j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de ma mort, j'ai peur de la mort des autres, j'ai pas envie de voir les gens que j'aime, auxquels je suis très 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 attachée, parce que ils sont mon étayage en fait, ils me permettent de tenir, d'avancer, parce que j'ai cette béquille imaginaire, ils sont là et je ne peux pas imaginer ma vie si physiquement ils ne sont plus là. » Et c'est ce travail de se dire, nos morts nous parlent, nos morts nous aiment, nos morts nous accompagnent. Et encore faut-il peut-être avoir lu, c'est de poser la question, de se dire que notre sensorialité, tous nos sens, ils sont peut-être, ils sont limités. Quand on voit un chat, on se dit, il perçoit ce que je ne perçois pas. Donc, d'autres animaux ont des modes de sensorialité très, très différents. Et de se dire que si on prend tout ce monde animal, tout ce monde vivant, nous, notre sensorialité, elle est cadrée par ce qui fait le génome humain, ce qui fait l'humain. Et peut-être que, quand on glisse vers la mort, quand on ressent ce passage, va s'ouvrir une autre forme de sensorialité et qu'on va exister autrement. Et j'essaye d'expliquer en disant, vous savez, qu'est-ce qui fait la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on tient dans la vie? C'est quoi nos deux pieds pour être vivant? Alors les gens, ils ont un peu du mal à comprendre ma question, mais progressivement, je les fais cheminer et je leur donne la réponse où ils la trouvent en disant, la vie, c'est de la matière et du temps. On est contraint par du temps et de la matière. Une existence hors du temps et hors de la matière, c'est l'existence dans le monde de la mort. Mais il y a une continuité, notre essence nous précède. Mais nous ne pouvons vivre dans le monde matériel qui nous est donné que dans ce champ du temps et de la matière. Donc, dans cette notion de gérontologue et de pédagogie, de prévention pour ne pas subir, c'est d'être éclairé et de pouvoir imprégner ces notions que la vie, c'est des environnements sous contrainte. Et peut-être que la mort, ça va être une forme d'existence avec d'autres contraintes, voire pas de contraintes. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui t'a fait venir à tout ça, finalement? Moi, j'ai c'est drôle. Alors, on choisit pas comme ça d'être gérontologue. Il y a forcément un cheminement personnel particulier. Oui, alors quand j'étais petite, je vais te le raconter comme ça de manière très imagée. Quand j'étais petite, j'avais énormément de taches de rousseur sur le museau. Voilà, entre les yeux, le nez, les pommettes, j'étais toute tachetée. Et on m'a toujours dit, de toute façon, toi, t'as bronzé à travers une passoire. Trop joli. Voilà. Mais en fait, la passoire, elle n'était pas sur mon museau. Elle était peut-être un peu sur le haut de ma tête. Et je crois que je fais partie des gens qui sont fêlés. Mmh. Et quand on est fêlé, il y a la lumière qui passe. Voilà. Et puis, c'est peut-être aussi, ces taches de rousseur, quand j'étais toute petite, qui ont disparu d'ailleurs. Et donc, j'ai la chance, c'est un don, c'est une chance d'avoir des perceptions sensorielles un tout petit peu élargies depuis que je suis toute petite. Et ça m'a énormément nourri ma curiosité. Avec l'humain, finalement? Avec l'humain, mais aussi plus généralement avec tout ce qui est vivant. C'est pas l'humain. Voilà. Non, je pense que on peut, avec un appel sur la forêt, sur les animaux. J'ai toujours su que ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, ça peut aller plus loin. Et que ça se travaille.
Et ça, je l'ai appris au fil du temps. Ça se travaille. Il y a des moments dans la vie où on peut le travailler. Il y a des moments où on peut pas le travailler. Et ça nous demande toujours d'être très ancré. En fait, mine de rien, pouvoir aller vers ces perceptions élargies sur lesquelles on peut mettre aussi le mot spiritualité. Bien sûr. Il faut avoir les pieds très, très, très en terre. Oui. Oui. Et comment elle s'est perçue, ça, par rapport aux gens que tu peux accompagner? Certains, ce discours que tu peux avoir, comment tu perçois justement que tu peux aller un petit peu plus loin selon les personnes? Ah, alors là, c'est encore une question assez intime. Ben, c'est justement parce que ça m'a été donné de pouvoir, j'ai 54 ans aujourd'hui, de le travailler. Et donc, je perçois ce qui n'est pas dit. Alors, j'ai la chance de pouvoir y aller, de faire un pas de plus. J'ai envie de te dire pour le rendre plus clair, peut-être dans l'invisible, le pas que la plupart des gens font dans le visible et qu'ils osent pas faire pour peut-être pas déranger, pour pas être dans l'intrusion, pour pas être dans l'ingérence. On s'arrête, on se dit non, je peux pas aller plus loin, j'ose pas, je suis pas habilitée. Ouais. Mais moi, j'ai des petits indices qui me permettent de faire ou le petit pas de côté, de rentrer par une petite porte, ou d'avoir une info qui me dit là, je vais pouvoir faire tourner peut-être d'un quart de tour la clé dans la serrure. Et de dire à l'autre, tu vois, ça bouge. Est-ce que tu veux qu'on aille un cran plus loin? Et ça, pour l'accompagnement que tu peux faire éventuellement des aidants ou de la fin de vie, ça a une importance particulière pour toi? Ben, je suis bien, je considère que j'ai de la chance parce que je suis un peu outillée. Voilà, j'ai des outils. Comme j'ai pas peur, parce que je ne doute pas, puisque en fait, au fond de mon cœur, je sais, ou au fond de mon intuition, eh bien, j'ose ce que peut-être d'autres n'osent pas, et je rentre peut-être un peu davantage dans la maison de l'autre, sans jamais qu'il sente que je sois un intrus, où il me laisse rentrer. C'est très subtil. Parfois, ça relève d'une forme de petite magie. Ouais. Et les gens me disent parfois, mais c'est bizarre parce que normalement, je suis pas comme ça avec les autres. Ouais. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Non, mais moi, c'est bizarre avec vous. Je me confie. Normalement, je me confie pas comme ça. Voilà. Et je leur dis, oui, mais c'est une approche différente. C'est ce que cette petite différence que vous faites avec moi, que vous faites pas avec les autres. Sachez que beaucoup de personnes le font avec moi. Voilà, j'ai peut-être ce petit supplément, ce petit plus qui vous permet et qui nourrit la relation. Parce que là, la relation, on parlait de la fin de vie. Pour parler, il faut un émetteur, il faut un récepteur. Pour parler, il faut avoir confiance que l'autre va vraiment vous écouter. Et quand vous délivrez de l'intime, du très intime, vous prenez pas le risque de pas être vraiment écouté. Ma prochaine question, c'est quelle conversation devrait-on oser avoir plus tôt pour que la fin de vie soit plus douce pour tout le monde? Est-ce que tu arrives, par exemple, dans ce cas-là, à expliquer aux gens qu'il y a des conversations qu'il faut avoir, qu'il y a des paroles qu'il faut avoir, qu'il serait souhaitable d'avoir? Il n'y a pas d'injonction. Mais il faut toujours revenir au patient, à celui qui va passer, à celui pour qui c'est le moment, parce que c'est la maladie, parce que c'est la vieillesse, et il va transfigurer et lui dire, voilà, ça va être le moment pour toi, c'est toi le prochain qui va transfigurer, changer de figure, qui va métamorphose, qui change de corps, qui change d'allure. Et à ce moment-là, lui dire, c'est une bonne nouvelle. T'as été un enfant, t'as été un ado, t'as été un adulte, t'es maintenant un vieillard, une vieille personne, et tu vas devenir un mourant. Et c'est une bonne nouvelle. Donc déjà, lui apporter ce confort de dire, moi je l'ai compris, je le vois que tu vas mourir et ça me fait pas peur, j'ose te le dire et te dire, et je te souhaite que ce soit un merveilleux voyage. Je te souhaite que quand tu vas voir cette grande lumière, quand tu vas ressentir cet appel, que tu te laisses emporter. Et qu'est-ce qui te manque peut-être aujourd'hui pour te laisser emporter? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que peut-être tu as déjà été appelé et puis tu as dit, oh non, je ne veux pas y aller maintenant?
on pose cette question, on dit, eh ben oui, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce qui te manque? Et de pouvoir dire, mais est-ce que c'est lié que à toi? Est-ce que c'est lié aux autres? Qu'est-ce que les autres pourraient t'apporter? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a des présences? Est-ce qu'il y a des objets? Est-ce qu'il y a des secrets? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te sentes libre? Alors parfois les personnes très âgées, ils savent pas très bien, ils sont un peu, mais déjà ça les interroge. Ils disent, ah mais Les bouscule, hein. là on parle vraiment d'un sujet qui est intéressant. On me dit, ah, salut mamie, comment ça va? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous voulez que je vous change? Alors là, quand on arrive là-dedans, ils disent, ah ben là on a vraiment des gens qui s'intéressent à nous et on a une vraie conversation. Donc déjà en tant qu'accompagnant de fin de vie, on est très prise au sérieux. Et puis moi, je me déplace d'un cran et je leur dis, mais est-ce que vous voulez que j'en parle à vos enfants? Est-ce qu'ils savent que vous allez mourir? Que c'est pas triste en soi? Et alors après, je peux avoir une autorisation de, bah oui, vous pouvez. Oui, ou un hochement de tête. Et je m'autorise à ce moment-là à aller parler aux enfants. Souvent les enfants ou la sœur ou le conjoint. Et après, être sorti de celui qui va transmuter. Et de dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous ressentiez cette dignité, ce confort, cette éthique, cette intimité. Voilà. Eh bien, on se déplace et on va voir le corps social. Parce que même si il est dans la grande fragilité, il reste parce qu'il est vivant. Il reste dans le corps social. Et même les morts, ils restent dans le corps social. Et là, faut aller voir ce corps social et leur dire, voilà, tout va bien se passer, mais la vie est là. À chaque fois qu'il y a une naissance, il y a une promesse de mort. La promesse de mort, elle se joue maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter ce réconfort, cette sécurité en disant, mais tu peux mourir, vas-y, nous, ça va. On a ce qu'il faut. On n'a plus besoin de toi dans la matière. On n'a plus besoin de toi dans le temps. Et on est prêt à accepter peut-être qu'il y aura une autre forme de communication. Ben merci, parce que là, tu m'as donné plein de conversations, effectivement, qui sont importantes pour les aidants, pour les proches. Alors, ce qui est incroyable, là, je vais juste finir, c'est que plusieurs fois, j'ai fait ce travail de la personne qui va mourir et des proches, et souvent avec des filles, et après, qui ont pu aussi faire avancer les garçons. Et quelques jours après, 2-3 jours après, la mort s'est installée, et elle était dans une douceur incroyable. Et on m'a dit, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais moi, j'ai rien fait. C'est vous qui avez tout donné. Et on s'est dit, ils me disent, je ne pensais pas que la mort pouvait être aussi douce. Merci. Merci, c'est vraiment très, très, très important de dire ça, qu'accompagner et aider les aidants, aider la personne qui est en fin de vie, c'est vraiment quelque chose de fondamental, aussi bien pour les équipes pluridisciplinaires, d'ailleurs les soignants, que pour nous en tant qu'accompagnants de fin de vie et du deuil aussi. Si une personne qui nous écoute aujourd'hui accompagne en ce moment un proche vers la fin de vie, juste un mot que tu aimerais lui déposer dans le cœur ou tout doucement, quel est le mot qui ressortirait pour toi? Que la mort est une bonne nouvelle, c'est une étape très créatrice aussi de la vie, qu'il faut la regarder comme un miroir de notre naissance. Et quand on est né, on a pu naître par voix basse, on a pu naître avec ces contractions, on a pu naître avec ces douleurs physiques en fait de la mère et de l'enfant parce qu'il fallait aller vers la libération, il fallait rentrer, passer par ce passage et rentrer dans un nouvel espace, un espace d'air en fait, un espace qui va être aérien, qui était aquatique, qui va être aérien. Et imaginez pour nous, comme pour tous les gens qu'on aime, eh bien que la mort, ça va être encore une fois ce passage qui va peut-être nécessiter un peu de douleur, mais en même temps, eh bien, on va passer encore dans un autre univers. Et n'oublions jamais que si on veut ouvrir nos grandes oreilles et nos grands yeux, nos morts nous parlent et nos morts ne sortent jamais de nos corps sociaux. C'est pour ça qu'on parle aussi d'une autre discipline qui s'appelle la psychogénéalogie et où parfois les blessures, les dettes émotionnelles se répètent. Tout à fait. Merci beaucoup Anne, j'espère que je t'ai posé des belles questions.
qui t'ont interpellé et peut-être que, j'espère ce soir, quelqu'un pensera à appeler un parent ou son proche pour lui dire des choses qu'il n'aurait pas imaginé possible de lui dire grâce à ce que tu viens de nous dire. Donc je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, tes liens pour pouvoir te joindre parce que c'est important. Ton métier est important et ton accompagnement également. Et en tout cas, je rappelle que la parole compte et que c'est important de venir discuter avec nous et nous laisser vos commentaires sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui toutes les deux. Merci 1000 fois. Merci. Et à très bientôt, Anne. Merci beaucoup. Et si on crée ensemble aussi ta voix en héritage ou celle de ton proche? Tu le sais, la voix compte et parfois la transmettre change plus de choses qu'on ne l'imagine. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.